Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue. Je vais commencer par vous lire le petit texte d'introduction et ensuite on pourra commencer. Bonjour, ceci est un webinaire gratuit proposé par le groupe 3 Principes Francophonie, qui est une sœur communauté de la communauté mondiale des Trois Principes, 3PGC. La 3PGC est une organisation à but non lucratif qui s'est engagée à diffuser la compréhension des trois principes tels qu'ils ont été découverts par Sydney Banks dans le monde entier. La compréhension des trois principes permet à chacun de comprendre comment l'expérience humaine est créée, de renforcer notre résilience naturelle, nos sentiments innés de bien-être, notre connexion naturelle à une sagesse universelle qui se trouve en chacun de nous. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en suivant les liens vers les trois principes francophonie. Nous comptons sur vous pour enrichir les discussions pendant ce webinaire, mais aussi nous proposer d'autres sujets qui vous tiennent à cœur pour de futurs webinaires. Ok, alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite. Je crois que c'est le chapitre 3 ou quelque chose comme ça. En tout cas, on est sur la partie sur les trois principes. Donc on va vous faire la lecture. Vous pouvez retrouver le texte avec le lien qu'on vous a mis sur les réseaux. Et ensuite, on pourra échanger des passages qui sont les plus marquants, ceux sur lesquels vous avez eu un insight pendant la lecture, mais aussi ceux sur lesquels vous avez peut-être des questions pour en savoir un petit peu plus. Donc, je dis vous pour ceux qui sont présents là, mais aussi ceux qui seront en replay dans les commentaires. Vous pouvez bien évidemment nous interpeller et on pourra revenir dessus dans les commentaires ou sur le prochain webinaire avec plaisir. Est-ce qu'on est tout bon, Jennifer? Oui, Ça oui, marche. pas Je ça te laisse marche. commencer? D'accord, Je t'en prie. ok. L'esprit, la conscience et la pensée sont les trois principes grâce auxquels nous avons accès à notre expérience et la capacité d'en influencer le cours. Ce sont les composants primordiaux. Et c'est à travers ces trois composants que tous les mystères de la psychologie humaine peuvent être élucidés. C'est ce que j'appelle la trinité psychologique. L'esprit, la conscience et la pensée sont des outils spirituels. Ils nous permettent de contempler, de prendre la mesure de toute la création et nous guident dans la vie. Ces trois éléments sont des constantes universelles qui ne peuvent jamais changer ni être séparées. Toutes les philosophies sont nées par le truchement de ces trois outils et sont le résultat direct de l'utilisation adéquate ou mal avisée de ces mêmes principes. Tous les processus psychologiques naissent de ces trois principes. Maintenant, j'ai un doute sur la page que je vais lire, mais je lis la page qui est devant moi parce que je les ai imprimées. L'esprit, la conscience et la pensée constituent la trinité fondamentale et indivisible de tout fonctionnement psychologique. C'est bon? Non. Non? C'est ce qu'on vient de lire. Tous les comportements humains, Oui. oui, tous les comportements humains et toutes les structures sociales découlent de l'esprit, la conscience et la pensée. En chimie, deux éléments ou plus créent des composés. Il en va de même en psychologie. L'esprit, la conscience et la pensée créent des combinaisons qui sont nos réalités psychologiques personnelles. Les composés salutaires des sentiments tels que la compassion, l'humilité, l'amour, la joie, le bonheur et la satisfaction sont tous enracinés dans des pensées positives. La haine, la jalousie, l'insécurité, les phobies et les sentiments de dépression sont tous des composés de pensées négatives. Tous les sentiments prennent, c'est ça? Ouais. Tous les sentiments prennent
source et s'exprime, qu'il soit négatif ou positif, à partir du pouvoir de la pensée. Peu importe ce que tu penses, il doit s'agir d'un composé. Même si tu n'es pas d'accord avec ce que j'écris, c'est une pensée. Les trois éléments, l'esprit, la conscience et la pensée, génèrent la ligne de vie de notre existence même. C'est grâce à eux que nous avons le pouvoir de réaliser l'existence même de la vie. Le fonctionnement du mental est entièrement dépendant des trois éléments. Ils sont constitutifs de tout notre comportement mental. Il n'y a ni plus ni moins que ces trois-là. Ils sont à l'origine de toute l'expérience humaine. Là, j'ai encore le choix de trois. L'esprit, la conscience et la pensée constituent la Trinité. L'esprit, la conscience et la pensée constituent la Trinité fondamentale et indivisible de tout fonctionnement psychologique. Sans l'un de ces trois éléments, les autres n'existent pas. Toutes les créatures vivantes, grandes ou petites, interprètent ce qu'elles pensent de la vie par le biais de ces trois outils divins. C'est parfait. Merci Jennifer. Et le fait que tes pages soient mélangées m'a fait me rendre compte que peu importe l'ordre dans lequel on le lit, ça a du sens. Donc Oui, finalement, ça n'avait pas d'importance que les pages oui. soient mélangées. Et c'est pour Euh, ça que j'ai pas réussi à les mettre dans l'ordre parce que donc c'est parfait. Je vais commencer par vous dire ce qui, moi, m'a touché dans ce passage. En plus, après, je te passerai la main à Jennifer et après, on ouvrira les micros pour vous. Alors, vous vous doutez bien qu'en tant que psychologue, j'ai adoré qu'on puisse parler de psychologie dans ce chapitre. Notamment sur le passage où il dit l'esprit, la conscience et la pensée créent des combinaisons qui sont nos réalités psychologiques personnelles. C'est une question qui revient souvent, mais où est-ce que la psychologie se situe finalement avec ces trois principes? Et c'est exactement ce qui est expliqué ici. On voit bien que la psychologie arrive en aval de cette compréhension, c'est-à-dire que ce sont les symptômes de la pensée. On va penser, la psychologie va être les symptômes et une conséquence dans la forme physique des trois principes. Je ne sais pas si c'est plus clair du coup pour vous, mais j'ai vraiment adoré ce passage-là. Je me suis dit, ah, mais oui, mais finalement, c'est bien ça. Donc, travailler sur la psychologie, c'est travailler sur les symptômes. On peut avoir des résultats, mais finalement, ces résultats ne seront pas aussi profonds et durables que si on travaille beaucoup plus en amont sur la compréhension de comment ça fonctionne finalement là-haut. Ça, c'est la première chose euh, qui m'a fait tilt. Ensuite, il y a aussi le passage, peu importe ce que tu penses, il doit s'agir d'un composé. Même si tu n'es pas d'accord avec ce que j'écris, c'est une pensée. Et là, du coup, j'ai adoré ce passage aussi parce qu'en ce moment, je suis beaucoup sur euh, quelles sont les croyances, quelles sont les positions qu'on a et dont on n'a pas forcément conscience. J'aime le mot position parce qu'il implique le fait que on peut ne pas en avoir conscience et on n'est pas acteur de cette croyance. Le mot croyance, il est comme si on prenait la décision de croire en quelque chose. Et les positions, c'est plus quelque chose, ah tiens, c'est comme ça, ah ok, j'ai cette position. Et je peux la changer si elle est douloureuse ou pas douloureuse, si je me rends compte qu'elle est confortable ou inconfortable, tout simplement. Donc ça donne euh, ce côté innocent dans le fait d'avoir une croyance, une position, mais ça ouvre aussi la possibilité de, ah oui, c'est une position, mais je peux changer de position tout simplement. Donc, euh, donc voilà, et le dernier passage qui pour moi résume toute cette compréhension, c'est il n'y a ni plus ni moins que ces trois-là, ils sont à l'origine de toute l'expérience humaine. Et ça peut se résumer en un seul mot, simple. C'est très simple. C'est tellement simple que parfois on n'arrive pas à se dire, mais non, mais
C'est ça en fait. Mais c'est simple pas parce que c'est simpliste, c'est simple parce que quand on comprend quelque chose, ça devient simple. Exemple parfait, quand on a un problème de maths, il est compliqué, il est dur, mais dès qu'on le comprend, ça devient simple. Il n'a pas changé de couleur, il n'a pas changé d'essence, il n'est pas devenu plus simple d'un coup parce qu'on a changé un chiffre ou le placement du égal ou peu importe. C'est toujours la même chose, mais c'est notre compréhension, notre vision, notre perception de la chose qui est acquise, qui passe du mental jusqu'au cœur, qui fait que, oh, c'est devenu simple. Donc, du coup, ça redonne du pouvoir aux choses qui sont simples. Donc, voilà pour moi les trois passages oui, qui m'ont touché. Merci Fatou, je bois tes paroles. C'est incroyable. J'adore ce que tu dis. Et chaque chose, là, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as choisi, fait, tu ouvres une fenêtre sur des paroles qui me passaient un petit peu au-dessus de la tête. Par contre, la partie que j'ai choisie vient à la fin, et c'est la partie que je vais relire. C'est toutes les créatures vivantes, grandes ou petites, interprètent ce qu'elles pensent de la vie par le biais de ces trois outils divins. Et c'est pour moi, c'est le chaînon manquant de Sydney Banks il m'apporte à moi dans mes interrogations depuis ma jeune enfance. C'est le chaînon, cette petite bijou et le chaînon manquant que Sydney Banks nous propose, que nous offre, et qui il nous relie, moi, avec toutes les religions. Et c'est quelque chose qui manquait pour moi dans la religion où j'ai été élevée. J'ai été élevée dans dans l'église anglicane en Afrique du Sud. Et à l'âge de 13 ans, j'ai décidé de ne pas faire ma confirmation dans cette religion parce que je ne supportais pas qu'on puisse exclure les créateurs, toutes les créateurs vivantes. Et, euh, et je pense que je ne suis pas seule d'avoir d'avoir trouvé ce lacune-là. Et j'ai une immense gratitude à Sydney Banks de l'avoir remis euh, à l'ordre du jour. Voilà. Alors, j'ouvre la parole à ceux à toi, Fatou, si tu veux répondre à ça ou à d'autres. Non, merci, merci beaucoup parce que le fait qu'on puisse, je sais que parfois le fait de parler de religion vient en opposition avec les trois principes, alors que pas du tout. Et on en parlait la dernière fois de pouvoir justement faire un webinaire sur le sujet. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à nous le dire dans les commentaires et on pourra proposer aussi cette thématique. Donc merci à toi, Jennifer. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? N'hésitez pas à ouvrir librement vos micros pour pouvoir intervenir ou lever votre petite main digitale. Vas-y, je t'en prie, Liv. C'est ma petite main manuelle. Euh, plus je, plus j'avance dans, dans la compréhension sur le chemin, et plus euh, je, je comprends ce que tu dis, Jennifer. C'est-à-dire, et plus je vais m'intéresser et ouvrir ma curiosité à d'autres compréhensions de la nature de l'expérience que nous faisons, et plus je m'aperçois que les trois principes sont comme soit le soubassement, soit le chapeau. Et qu'à chaque fois, il n'y a rien qui soit plus vrai.
que les trois principes tels que Sydney Banks les a posés, en particulier dans ce chapitre. Et pour l'anecdote, puisque j'ai lu le livre notamment de Jack Pransky qui fait la genèse des trois principes au début, la manière dont Sydney Banks a modélisé les trois principes, c'est très drôle en fait, comment ça s'est fait, parce qu'il les a pas trouvés tout de suite. Quand il a eu son expérience d'illumination, si on peut dire, il a pas du tout commencé par parler des trois principes. Et c'est marrant parce que dans la vidéo The Insight, il fait un raccourci et il se met en scène devant sa belle-mère disant il y a trois principes, etc. Mais il les avait pas à ce moment-là. Les trois principes, et il y a vraiment une anecdote très, très, très particulière autour de ça. C'est pas lui qui a mis le doigt dessus en plus. C'est Rick Suarez avec les. Donc Rick Suarez, c'est un des psychologues qui s'est intéressé aux trois principes et surtout à Sydney Banks au départ et qui était fasciné par la découverte de Sydney Banks. Mais ça s'appelait Philosophy of Mind ou Psychology of Mind plutôt, je sais plus, Psychology of Mind. Ou alors Health Realization, la réalisation de la santé mentale qui est innée et qui est toujours là et qui est recouverte par le voile. Mais ça s'appelait pas les trois principes. Et je crois que c'est ce livre-là, Sanity, Insanity and Common Sense, qui a été écrit donc par des disciples de Sydney Banks, c'était dans les années 80. Donc c'est Rick Suarez, Roger Mills et Darlene Stewart. Et il faisait la publicité de ce livre qu'il n'avait pas lu, en plus, Sydney Banks. Puis à un moment, il a lu le livre. Ça, c'est George Pransky qui raconte ça. Et dans ce livre-là, il y a quelque part écrit qu'il y a quatre principes. Le mind, consciousness, thoughts, donc l'esprit, la conscience, les pensées, et les émotions. Ils considéraient que les émotions faisaient partie des trois principes. Et Banks a lu ça. Encore une fois, c'est ce que raconte Prensky. On ne le tient pas de Banks lui-même. Mais Prensky raconte que quand il a entendu ça, ces histoires de principes, ça a fait tilt dans sa tête, il s'est mis à lire le livre et il a dit, mais ça va pas. Les émotions, ça fait pas partie des principes. Ça fait pas partie. Non, les émotions et les pensées, c'est la même chose. Et c'est là qu'il s'est dit, tiens, en fait, c'est ça que j'ai trouvé. Il y a trois principes. L'esprit, la conscience, les pensées. Et il n'y en a que trois. Et il a mis ça en relation avec ce qu'il avait vu, avec cette expérience incroyable qu'il a eue dans les années 70. Et à partir de là, il a posé ça. Et c'est là qu'il a écrit The Missing Link. Parce qu'avant, il avait écrit que des livres qui étaient romancés, en fait. C'était Second Chance. euh, et je crois qu'In Search of the Pearl aussi avait été écrit avant. Je me souviens plus, j'avoue. Et puis il y avait les livres de. Il y avait d'autres livres qui avaient été écrits par Linda Quering, en particulier avec lui. Et là, on est en 98, hein, et il sort de Missing Link et c'est là qu'il pose les trois principes. Et dans ses conférences, dans ses discussions, il commence à parler des trois principes. Mais on est plus de 20 ans après son expérience d'illumination. Et ces trois principes, c'est vraiment E égale MC2 pour la psychologie. Je suis d'accord avec toi, Fatou, complètement. Il a trouvé les principes de la psychologie humaine. Et j'ai beau creuser, moi qui passe mon temps à faire ça parce que ça me passionne. Récemment, j'ai découvert l'énéagramme, j'ai découvert la programmation neurolinguistique, enfin tous ces trucs-là. Les trois principes sont toujours au-dessus. Parce que, après tout, tout est une pensée. Tout est toujours une pensée. L'énéagramme, ce sont des pensées. Et selon que ce sont des pensées utiles ou non utiles, alors là, dans l'extrait qu'on a lu, il dit positive ou négative, ou il dit, je l'ai traduit comme ça, je vais reprendre les mots parce que les mots sont importants. Il parle de, excusez-moi, je recherche mon, il dit salutaire, les composés salutaires, et puis les autres sont des composés négatifs. Mais le libre arbitre, c'est de choisir les pensées salutaires et de focaliser dessus.
et de ne pas focaliser sur les pensées qui ne sont pas salutaires et qui ne sont pas utiles en fait. Et c'est tout. Et c'est simple comme ça. Et la vie, c'est juste ça. Et c'est vrai que c'est tellement simple que bah, il y a beaucoup de gens qui disent quoi. Mais non. Et d'ailleurs, le Cinébanks lui-même a passé sa vie à rencontrer des gens qui lui disaient n'importe quoi. Comme disait Walt Whitman, la vérité est simple. Si elle était compliquée, tout le monde la comprendrait. Et là, on a la simplicité de la simplicité, là, vraiment. Et je pense que la raison pour laquelle ça se répand, que 50 ans après sa révélation, on voit à quel point ça se répand, et on est en train, nous, d'essayer que ça se répande en France, c'est parce que c'est ça. Il a touché le vrai truc. Et ça va pas cesser de se répandre. C'est en train d'éveiller l'humanité. Pas que lui, mais les gens qui comprennent tout de suite, ils disent, ah, clac, voilà. Et ça, Merci. Merci, Liv. Et moi, je voulais juste parler de la réalité. En fait, la réalité, c'est vraiment ce qu'on en fait. C'est rien n'est figé. En fait, il y a pas vraiment de pensée positive ou négative. C'est juste quelque chose qui est là pour être transformé. Et il y a pas de rien n'est figé, tout bouge, tout évolue. Et en fait, c'est d'être présent avec ce qui nous traverse pour pouvoir le transformer. Et en fait, je ne sais pas comment on définit une pensée positive ou une pensée négative parce que l'un sans l'autre n'existe pas. Euh, donc, ouais, c'est compliqué à définir. Ouais, je pense que l'utilisation du positif et négatif est contraint par l'utilisation des mots. Mais Euh, tout est relatif, donc oui, exactement. oui, oui, exactement, oui, c'est Ouais. contraint par On aurait très bien pu dire aussi confortable, inconfortable, plaisant, déplaisant. Mais ça reste une position, en fait. Ça reste une position qui peut être confortable à un moment dans notre vie et inconfortable à un autre moment, tout simplement. Donc ouais, j'entends très bien ce que tu veux dire. Et je pense que là, c'est le aller au-delà des mots prend tout son c'est là, sens, c'est ça. finalement. C'est in the feeling. Ouais. Mm. Merci beaucoup. Isabelle? Alors, moi, j'ai entendu deux nouvelles choses ce soir qui entrent en résonance avec tout ce qui a été dit. Euh, et une image nouvelle qui m'est jamais venue avant, quand, je sais plus la phrase exacte, mais toute la réalité, enfin, l'intégralité de l'expérience humaine vient de trois composantes. Et je suis plus sûre de l'ordre des couleurs, mais quand on regarde sur ordinateur, il y a toujours le bleu, je crois, le vert et le rouge. Je crois pas qu'il y ait le jaune ou les couleurs primaires. Et quelle que soit la couleur qu'on veut sélectionner pour écrire sur l'ordinateur, ça reste un mélange de ces trois composantes. Et ce qui a résonné en moi dans cette image, c'est que là, effectivement, il n'y a pas de couleur négative ou de couleur positive. Il y a une couleur qu'on préfère et une couleur qu'on aime moins. Et, euh, et quand on aime moins une couleur et qu'on aimerait plus une autre, eh ben, on peut jouer sur un élément, Mm. comme on peut jouer avec nos pensées, parce que c'est aussi quelque chose de malléable et qui bouge. Mm. Et du coup, ça rejoint ce que dit Estelle ça me rappelle la première chose qui m'avait fascinée dans les trois principes, c'est que notre vie est en mouvance sans arrêt. Il n'y a qu'une chose de stable, c'est le changement. Et c'est ça qui stresse la plupart des gens, c'est qu'il n'y a rien sur quoi s'accrocher parce que tout bouge tout le temps. Et pour la première fois, il y a une chose, les trois principes, qui nous disent qu'il y a des constantes absolues
des choses qui ne bougent jamais. Et ce sont les trois principes. Et en même temps, dans un de ces principes, qui est le principe de vie et le principe de conscience, dans tous ces principes, à la base, avant qu'ils ne soient pollués, il y a le bien-être qui est une constante. Et donc, la conséquence de ces trois principes qui sont des constantes absolues, c'est que le bien-être et le bonheur est une constante. Mm. Et là, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, oh ben, pourtant, on dirait pas toujours quand même. Et en fait, c'est l'expérience qui est variable, parce que Mm. l'expérience passe par la pensée et les pensées ne sont pas stables. Mais cette réalisation, c'est devenu quelque chose du coup de plus du tout théorique, ni philosophique, ni spirituel, mais complètement pratique. On, les bases de tout sont des constantes absolues. Notre expérience de la vie est en permanent changement, mais on sait que quelque part, aussi mal qu'on puisse aller dans le tourbillon de nos pensées, on est assis au milieu de notre santé, comme l'a dit Sid Banks. Et tout d'un coup, ça a aussi un impact sur notre façon d'interagir parce que si on a une chose qu'on n'aime pas chez l'autre, on sait que c'est juste une couleur dans ces trois couleurs qui ne correspondent pas trop à notre palette, mais qu'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de... Tout d'un coup, le jugement fond avec cette compréhension des couleurs. Du moins, c'est comme ça que j'en fais l'expérience. Ou quand je suis confrontée à quelque chose dans une interaction qui ne me plaît pas, le jugement a disparu. Oui. Je me rends Ouais. compte qu'effectivement, là, j'aurais préféré une autre couleur. Et je peux jouer avec ça parce que je sais que j'ai ces trois couleurs à disposition. Comment mettre ma petite touche pour aller vers la couleur que j'ai envie de voir à ce moment-là. Et c'est juste ce que je voulais dire, c'est une puissance phénoménale, cette découverte. D'une puissance Ouais. pratique euh, complètement incroyable. On peut vraiment, pour avoir plus de netteté, tu sais, dans les Photoshop ou je sais plus quelle sorte d'application, tu sais, des fois, tu as juste à bouger le curseur un petit peu pour avoir un peu plus de netteté sur, imagine que c'est le feeling. Euh, je me sens un petit peu déséquilibrée. Il faut que je réajuste les nuances. Il faut que je réajuste la barre pour avoir un petit peu plus de netteté et donc être aligné, complètement aligné avec my true self. Et en fait, ouais, en fait voilà, c'est juste une question de réalignement, en fait, from within, pour s'ouvrir à plus de clarté, d'appréciation et créativité et joie, pour revenir à nous-mêmes. Merci Donc en Isabelle. fait, ouais, ce Pardon. flou, pardon, ce Non, non, flou, il y a pas c'est vraiment juste une question de réajustement, comme le curseur qu'on déplace pour avoir plus de netteté sur une photo. Vas-y. pas de souci. Il y a pas de problème. Euh, Merci Isabelle. J'ai beaucoup aimé ce que tu as partagé avec nous et notamment le fait que le bonheur et la santé sont des choses, on est avec ça. On vient au monde avec ça et je pense qu'on l'oublie et on part en quête d'eux. Et à force de chercher quelque chose qui existe à l'intérieur mais à le chercher à l'extérieur, et ça rejoint ce que tu dis, Estelle, euh, il est très facile de se perdre et d'être frustré et d'être en colère parce qu'on ne le trouve pas. Et ce que tu as dit, c'est vraiment ce retour à soi et de savoir que tout est déjà là, en fait. Que la quête peut s'arrêter ici. Donc, merci beaucoup pour ton intervention, Isabelle. Liv, je te redonne la parole et ensuite, Martine, je te laisserai enchaîner. Oui, merci. Merci Fatou et Isabelle et Estelle. Alors, par rapport à ce que tu disais, Estelle, sur le négatif et le positif,
ce dont je me suis aperçu, moi, en travaillant sur les textes de Sydney Banks, en les traduisant, c'est que tous les mots ont une grande importance. Et que quand il dit positif et négatif, moi aussi j'avais une sorte de résistance par rapport à ça. Mais je crois que j'ai compris que ce sur quoi il pointe, parce que pour lui c'est fondamental, et dans la suite du Missing Link, c'est quelque chose qui longtemps m'a posé problème, Mm. c'est que quand il dit négatif et positif, il fait juste référence au fait que dans le monde des formes dans lequel nous sommes, puisqu'il y a une dimension divine et qu'il y a une dimension humaine, et ça c'est à la base aussi de la compréhension de Sydney Banks, c'est réaliser Dieu. Et que donc nous sommes à la fois cette dimension horizontale de l'expérience et cette dimension verticale qui nous relie à l'infini, à la source. Dans le monde des formes est un monde de polarité. Et il y a du blanc, du noir, du chaud, du froid. Alors pour certains, du bon, du mauvais, du mal et du bien, du négatif et du positif, mais au sens électrique. Pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'une tension existe, pour que la vie puisse avoir lieu, on vit dans un monde de polarité. Et qu'est-ce qui est derrière ça? C'est le libre arbitre et c'est la possibilité pour nous de choisir entre les pensées qu'il appelle donc positives, de mettre le focus de notre lampe de poche, de notre attention, d'un côté ou de l'autre, et d'avoir la liberté de le faire, plutôt que d'être face à des événements dans l'impuissance et dans l'absence complète de libre arbitre. Je crois, pour l'avoir, encore une fois, pour l'avoir beaucoup traduit, et je suis en train de traduire le Enlightened Gardener, donc le jardinier illuminé, que c'est ça qu'il veut dire en fait, quand il parle de... Et je pense que c'est important pour lui qu'il y ait des pensées positives et des pensées négatives, parce que ça pointe la polarité et la possibilité de choisir dans laquelle nous sommes. Et voilà, c'est ça que je comprends, moi, sur cette question négative-positive. C'est qu'on a besoin, pour voir le positif, de voir le négatif, sinon on ne voit rien, il ne se passe rien. S'il y a que du noir, on voit que du noir. Il faut qu'il y ait du blanc, et inversement. S'il y a que du froid, on ne sait pas ce que c'est le chaud. Et ben là, c'est pareil. Et c'est ça, apparemment, ce que, ce que nous sommes, l'esprit, le principe de vie, exprime à travers notre expérience. Voilà ce que je comprends, moi. Et, euh, et en fait, c'est notre expérience, c'est-à-dire que les plantes font partie de ce tout, les animaux, euh, tout ce qui est matière. Euh, on- enfin, parce qu'il y a ces principes, on vit tous ces différences. Mais on est, il y a pas il y a pas de séparation. Et en fait, on est tous unis dans cette différence. Et, euh, et c'est juste un fait, quoi. C'est juste un fait de cette histoire de contraste et, euh, et le fait qu'on puisse avoir du libre arbitre. Mais ouais, après, c'est à nous pour pouvoir vivre ensemble en paix, d'utiliser voilà, à bon escient ces cadeaux, ces polarités. Et puis, tu sais, ça me fait penser aux jumelles, c'est pareil, des fois, il faut toujours les régler pour ajuster, avoir plus de clarté. Et c'est juste ça, c'est une question d'ajustement. En utilisant ces super dons que l'on a. C'est une des raisons pourquoi on s'est incarné d'ailleurs. C'est vivre cette dualité-là. Si on a toujours la lumière, elle est toujours là. Alors, c'est une des raisons pourquoi on s'est incarné pour vivre. En tout cas, selon moi.
Petite opinion. C'est pour vivre cette dualité-là. Et moi, je vois pas les étiquettes bons ou mauvais. Pour moi, c'est juste une étiquette qu'on appose sur une émotion. Si je vais vers une montagne russe, il y a des gens qui sont tout excités. Ah, une montagne russe, youpi! Et d'autres gens, d'autres personnes qui vont regarder la même montagne russe, ils vont avoir le même sentiment à l'intérieur, mais eux, ils ont mis la petite étiquette peur. Oh non, montagne russe, non! Et pourtant, c'est la même émotion, c'est selon l'étiquette qu'on a mis. Un acteur qui va faire qui a le trac, Bruce Springsteen, lui, voit ça aussi comme l'excitement. Oh, je m'en vais faire un bon show. Tandis qu'un autre acteur, oh non, au secours, j'ai le trac. Alors, on met les étiquettes bons ou mauvais. C'est nous-mêmes qui mettons cette étiquette-là. Fait que ce qu'on ressent avant l'étiquette, pour moi, c'est plus important. C'est de reconnaître. Pour moi, c'est plus comme un système d'alarme. On reconnaît que présentement, on a un petit peu de météo et que peut-être pas prendre nos idées pour de la réalité à ce moment-là. Puis je voulais revenir sur les croyances. Il y a des croyances on est conscient de ces croyances-là. Hein, on parlait de l'énagramme tout à l'heure. Je suis une 8. Alors moi, les 4, non, pas une grosse opinion, une très bonne opinion des 4, surtout que je suis aussi une lion et une D dans le disque. Alors moi, les 4, mais je suis consciente que j'ai cette opinion-là, que c'est une croyance que j'ai. Il y a certaines croyances que sont plutôt dans notre angle mort. D'ailleurs, Jack Prinsky a écrit tout un livre sur son angle mort, Seduced by Consciousness. Euh, Est-ce qu'on peut être conscient de toutes nos croyances? Non. Mais peut-être qu'en regardant dans cette direction-là, on peut peut-être les remarquer plus rapidement et peut-être moins les croire, mais on reste des êtres humains, peu importe ce qui se passe. On reste des êtres humains, mais on est peut-être plus à l'affût de nos systèmes d'alarme. Comme, ah, une carte, oh, au secours. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi, Martine. C'est comme l'horoscope. Ça me fait toujours sourire de lire mon horoscope et de savoir, ah, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire sur les Verseaux? Mais en même temps, je sais que j'ai toujours la possibilité de faire autre chose que ce qui est dit dans mon horoscope. Donc, autour des croyances, je trouve que c'est une conversation qui est extrêmement intéressante. Euh, je sais pas si on doit éliminer toutes les croyances, mais je sais que être au courant qu'on a des croyances, ça change le game, en fait. Être au courant de ce qui se joue, être au courant de comment ça fonctionne, être au courant que, ah là, j'ai une position, je suis au courant de ça, ça change tout parce que on se donne aussi l'autorisation de la changer, on se donne l'autorisation de pas avoir à convaincre les gens, parce que dès qu'on sait que c'est une croyance, une position, bah, comme tu l'as expliqué, ma perception du monde, c'est un peu comme des lunettes, en fait. Si je pense que mon horoscope, que je suis Verseau et que je suis une 4 et que je suis ceci, cela, je vais mettre mes lunettes. Donc forcément, les lunettes, elles vont me permettre de voir le monde à travers ce filtre-là. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'à tout moment, je peux retirer mes lunettes, en fait. À tout moment, je peux retirer mes lunettes et changer, avoir le choix, prendre d'autres décisions, faire. Et ça change vraiment la donne. Donc, être dans une posture d'exploration, même au niveau des croyances, de savoir. Parce que si on prend l'exemple des croyances qui nous ont, dont on a hérité, entre guillemets, avec la culture de nos parents. Je me souviens plus exactement de l'histoire, mais c'est une grand-mère qui apprend à sa fille à cuisiner, une maman qui apprend à sa fille à cuisiner le poisson dans une casserole, et elle transmet ça de génération en génération, jusqu'au moment où il y a il y a une personne qui dit, mais pourquoi? Et on remonte l'arbre généalogique, et en fait, elle dit, bah, c'est tout simplement que ma casserole était trop petite, c'est pour ça que j'ai coupé le poisson en deux. J'ai très mal raconté l'histoire, mais vous avez compris qu'il y a certaines croyances qui sont là, qu'on transmet,
mais qui n'ont finalement de sens que pour la personne qui a créé cette croyance. Donc, toujours se poser la question, mais est-ce que ça fait sens pour moi ou pas? C'est beaucoup plus intéressant que de se dire, oui, je dois le faire parce que, est-ce que ça fait sens pour moi? Et ensuite, oui, je le fais ou non, je ne le fais pas. Donc, oui, la conversation autour des croyances est une conversation très intéressante, malgré le fait que je raconte très mal les histoires. Pardonnez-moi. Oui, vas-y, je t'en prie, Isabelle. J'adore ce que vous avez échangé toutes les deux, Martine et Fatou, sur les croyances et sur l'analogie avec les lunettes. Et là, je sais pas si c'est une question suite à quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Effectivement, tout ce qu'on perçoit, c'est avec nos lunettes, avec une coloration suivant le moment. Mais est-ce qu'on peut percevoir quelque chose sans lunettes? La réponse que j'aurais envie de donner maintenant sur la base de mon expérience actuelle, en tout cas, moi, je n'y suis pas arrivée. Et juste pour l'anecdote, c'est que on m'a offert une analyse des couleurs en fonction de, c'est l'énéagramme, mais physique, on va dire, en fonction de l'aura, de plein de choses. Et j'avais eu une expérience un peu similaire il y a 10 ans et on m'avait diagnostiqué automne pur. Donc les couleurs les plus vibrantes, les plus chaudes et les plus profondes de la palette. Et là, c'était le mois dernier, je fais cette analyse et on me diagnostique été pur. Et j'ai vu que, bien que ce soit un jeu, puisqu'il s'agit de couleurs, j'ai eu un moment de déstabilisation totale, comme si on me tirait le tapis sous les pieds et que je ne savais plus qui j'étais. Parce que là, ce sont les couleurs les plus froides, les plus translucides et les plus légères. Donc, c'est exactement à l'opposé. Plus éloigné, on ne peut pas faire. Ce sont deux ensembles disjoints. Il n'y a aucune couleur qui rentre dans l'intersection. Et elle a vu qu'il y avait un moment où j'étais un peu, peu en train d'essayer de me raccrocher à quelque chose et elle me dit, ça va bien? Oui, oui, ça va. Et tout de suite après, j'ai eu un fou rire. Alors elle s'est encore plus inquiétée. Elle s'est dit, sans doute, c'est le début de la fin. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et je me suis pris sur le fait en train d'essayer de voir à côté de mon organe visuel. Parce que je voyais que si je partais du principe que j'étais un type automne et que je regardais son expérience de couleur, j'étais un type automne parfait. Et si je jouais le jeu avec je suis un type été, j'étais au moins aussi bien un type été. Et là, je me dis, il n'y a qu'une chose de sûre, c'est que je ne peux pas être les deux. Donc, il y a eu un moment où, spontanément, j'ai essayé de voir comme un cheval qui sait de voir derrière les œillères. Je me suis dit, est-ce que j'arriverai à me voir sans aucune croyance? Et la réponse est que je ne suis pas arrivée. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais tout d'un coup, je me suis dit, tu peux pas voir sans lunettes. Je peux pas voir objectivement rien, mais vraiment rien. J'aurai toujours des lunettes plus ou moins déformantes, plus ou moins colorées, plus ou moins biaisées, euh, mais essayer de voir quelque chose, et ça rentre totalement dans l'explication de Sydney Banks, on ne peut pas percevoir sans le principe de penser. Mais le savoir, c'est une chose, et à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose et que je le réalise à un degré plus profond, ça fait autre chose, ça, ça s'ancre. Et j'avais envie de partager cette anecdote qui est assez récente et qui m'a quand même un peu bousculée parce qu'elle m'a en même temps fait voir à quel point le principe de penser, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est une constante dans le sens que je ne perçois rien sans ma pensée. Je ne suis pas arrivée. Et c'est variable parce que si je pense que je suis un type auto, eh ben, je me perçois d'une certaine manière. Et si je pense que je suis un type été, je me perçois d'une autre manière. Et du coup, je m'amuse comme une petite folle avec le libre arbitre en me disant, et si j'étais un type hiver? Et ça nous a ouvert des horizons alors que c'était censé nous canaliser. Et c'était assez magique comme expérience. Donc, j'espère que je ne vous ai pas perdu dans ces analyses de couleurs.
Mais je trouve ça intéressant, les croyances. Je ne crois pas qu'on puisse naître sans croyance. Ouais. On ne peut pas être une page blanche. Je fais beaucoup Ouais. de régression à la cause, encore. Euh, et il y a certaines de ces croyances-là qui sont même in utero, parce que l'enfant perçoit ce qui se passe à l'extérieur, entend ce qui se passe à l'extérieur. Euh, la façon que l'accouchement se produit, la famille. Alors, est-ce que c'est possible d'être une page blanche? Si on croit à la réincarnation, il y a déjà des vues intérieures qui viennent influencer certaines choses. Alors, être une page blanche, je pense que si on essaie de l'être, on va être frustré toute notre vie parce que, bon, personnellement, je ne crois pas que c'est possible, mais d'être conscient qu'on a des lunettes. Ça, je pense que c'est ce qui était le plus important. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, Martine. C'est comme ça que je comprends les choses. On a des lunettes et on peut pas voir le monde si on n'a pas les lunettes. C'est ça les trois principes. Ça, c'est les trois principes. Et il n'y a pas moyen de les enlever. Parce que si on les enlève, il n'y a plus de monde. On ne peut pas voir le monde sans ça. On ne peut pas. Et ce qui est merveilleux avec le libre arbitre, c'est que ça a le pouvoir créateur de notre expérience. Si on met la main dessus. Et c'est ce qu'il est venu nous donner. C'est le cadeau de Cinebanks. Il est venu nous donner la télécommande qui nous permet de comprendre qu'on a des lunettes, qu'elles sont là, alors qu'on croyait qu'on n'en avait pas, qu'il y en a, que ces lunettes, alors, elles sont reliées à toute l'histoire de la spiritualité de l'humanité. En fait, c'est la dimension divine à l'intérieur de nous qui observe le phénomène en même temps qu'il est vécu. Et ces lunettes, on peut les diriger là ou là. Parce qu'on est dans un monde, effectivement, duel, alors que la vérité est non duel. Elle est une. Et c'est son message. Et ce qui est fou, c'est que ce message-là, il l'a trouvé tout seul. Il lisait pas. Il avait 3 livres dans sa bibliothèque. Il n'avait pas eu accès à toutes les philosophies de l'Orient. Il avait une éducation chrétienne très classique, très simple, très, on va dire, ordinaire, qui lui donnait a priori pas accès à une dimension pareille. Et, euh, et c'est ça la magie des trois principes, je trouve. C'est cette puissance révélatrice-là, en fait. On a des lunettes. Et, et on peut faire ce qu'on veut. On peut un peu faire ce qu'on veut avec. Un peu beaucoup même. En tout cas, on crée la réalité à l'intérieur de soi à partir du moment où on les pointe d'une certaine façon. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire. C'est le cadeau de Sydney. À nouveau, pour reprendre ce que tu viens de dire, Liv, le plus important, c'est pas la forme des lunettes, la couleur des lunettes, c'est pas du tout ça. Ce que tu viens de dire, c'est d'avoir conscience qu'on lit le monde à travers ces lunettes-là. C'est ça. Et dès qu'on a cette prise de conscience-là, forcément, le monde, il va changer. Oui. Même si la paire de lunettes reste la même et ne bouge pas. Mm. Très clairement. Donc, c'est ce qu'on dit dans tous les webinaires, sous différentes formes, avec différents mots, mais c'est ce qu'on répète et c'est l'expérience qu'on a tous eue, c'est de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre qu'on avait une paire de lunettes sur les yeux, de s'en rendre compte et après c'est plutôt facile de mettre le GPS et de prendre la direction qui nous tient vraiment à cœur et non pas celle qu'on aimerait avoir parce que X, Y ou Z ou peu importe. Donc je trouve ça... Ouais, merci, merci Léo. Et merci Martine et Isabelle également. Est-ce que d'autres souhaiteraient partager leur expérience de ce chapitre ou même du livre en lui-même, des questions ou des choses que vous avez expérimentées dans votre quotidien et sur lesquelles vous aimeriez qu'on apporte de la clarté ou des explications? N'hésitez surtout pas, même si on a mis le cadre avec ce livre, n'hésitez pas à sortir un petit peu du cadre si besoin, si ça peut
vous aider, vous accompagner dans votre cheminement. Jennifer, je t'en prie. Oui. Euh, je- la semaine dernière, avec Isabelle, on a revu une façon de voir la vie en spirale au lieu de le voir en ligne et en polarité. On a essayé de voir une dimension euh, et je mets ça je vous le présente parce que tout à l'heure tu as parlé d'insight et pour moi le mot qui me qui me plaît le plus en français c'est déclic. Parce si on voit cette forme de spirale, on, on- les déclics se font entre les niveaux. Et je l'ai jamais vu en mettant ce que disait Sid là, sur euh, les pensées positives, les pensées négatives. Pour pas le dire, il a pas dit d'une façon, il a dit salutaire. Euh, il a dit les composés salutaires des sentiments tels que la compassion, l'humilité, l'amour, la joie, le bonheur et la satisfaction sont tous enracinés dans les pensées positives, ok, salutaires positives. Et puis la haine, la jalousie, l'insécurité, les phobies et les sentiments de dépression sont tous des composés de pensées négatives. Et je les vois dans ce whirlpool ou spirale et les déclics se font entre eux. Peut-être le libre arbitre, on pourrait le voir en vertical, en fait, au lieu de le voir en horizontal, libre arbitre en vertical, en déclic vertical. euh, voilà. Voilà une façon de... Si je peux rebondir là-dessus, parce que j'ai repris le texte anglais, dans le texte anglais comme dans le texte français d'ailleurs, dans ce passage sur le positif et le négatif, les pensées positives et les pensées négatives. Non seulement c'est écrit positif et négatif, mais c'est en italique. Mm. Il a insisté sur le positif et le négatif. Mm. Il les a mis en italique. Donc, encore une fois, au début, moi, je me souviens quand je lisais le Missing Link, il y avait des choses que je laissais de côté. Je disais, je sais pas, c'est vrai ça, positif, négatif, c'est vrai. Mm. Mais c'est encore une fois, je pense que c'est relié à la polarité. Il fait juste il nous indique qu'on vit dans le monde de la dualité, que dans le monde de la dualité, il y a du positif et du négatif, et que la liberté, c'est de pouvoir aller dans la direction qu'on veut quand on a Mm. compris ça. Mm. Et par rapport aux croyances dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est quelque chose aussi qui me passionne, c'est la question des croyances. Il faut bien voir que les croyances, encore une fois, les trois principes se mettent au-dessus, si on peut dire, chapotent ou sont le sous-bassement. Les croyances, c'est des pensées. Il n'y a rien qui soit pas une pensée. Mm. Et la différence que je vois entre la différence, alors en français, là on est dans un truc de langue, mais la différence que je vois, c'est entre savoir et croire. Souvent, on croit qu'on sait, et évidemment, c'est une croyance. Croire qu'on sait, c'est une croyance. Et il y a des gens qui se pointent, moi y compris d'ailleurs, qui viennent dire, moi je sais. Et évidemment, ce dont je parle, c'est d'une croyance. C'est pas possible autrement, parce que c'est tout ce qu'on a. On n'a que des histoires ou des croyances. Mais il y a un truc, si on inverse, savoir que tout est une croyance, ça c'est la vérité. Et c'est ça, la simplicité lumineuse, magnifique des trois principes. Savoir que tout est une croyance. Nous avons des lunettes. Et je trouve que ce truc entre savoir et croire, qui est quelque part dans des textes de Cinebanks aussi, c'est lumineux. Mm. Chez lui, c'est lumineux.
Mm. pas n'importe où. Mais la vérité sonne vraie. La vérité, quand on l'entend, sonne vrai, résonne en nous. Et il n'y a que ça. Il n'y a que ça de vrai. C'est, Est-ce que, Isabelle, tu voudrais compléter l'expérience que tu as eue avec Jennifer sur ce fameux tourbillon, cette spirale? Merci, Jennifer. Et merci, Lee. Alors, je suis plus sûre de voir peut-être le bon contexte. Donc, mais ce en quoi ça résonne avec moi, c'était sur la thématique du temps aussi, et de voir que le temps, comme tout ce qui nous touche, ou de tout ce dans quoi on baigne, est pas plus une réalité qu'autre chose. C'est aussi un concept. Et dans les pays dits industrialisés, en Europe et en particulier aux États-Unis aussi et à l'Ouest, on voit le temps comme quelque chose de linéaire. Linéaire dans la journée, on avance, linéaire avec la naissance comme point de départ et la mort comme point final. Et le fait d'avoir grandi en Afrique et d'avoir côtoyé aussi des civilisations plus orientales, là, le temps a une autre représentation. C'est cyclique. Et à la fin, comme le disait bien Liv, c'est ni l'un ni l'autre. C'est une croyance. Et ça, on le voit parce que si c'était une chose réelle, ben, ça ne serait pas relatif. Et donc, puisque c'est changeant, c'est que c'est une pensée. Si je mets le doigt sur la plaque électrique et que je me brûle et que je dois rester 1 minute, ben, la minute va me paraître un siècle. Et si maintenant je suis dans un moment de béatitude et que ça dure 1 minute, ça va me paraître un claquement de doigts. Et pourtant, si le temps était quelque chose de bien réel, 1 minute serait 1 minute. Mais on voit que notre expérience du temps, c'est une expérience du temps qui passe par la pensée, c'est-à-dire par un commentaire de ce moment-là. Et donc, l'idée ou l'invitation, c'était de voir le temps comme une spirale. Et les déclics, ça fait passer un peu comme pour ces jeux pour enfants, ça fait passer, ça fait monter, ou comme ces spirales contre les moustiques. Ça devient de plus en plus large et ça monte. Et là, c'est comme une montée en conscience. À chaque fois, on voit un truc. On voit toujours davantage qu'en fait, on ne peut pas voir autrement qu'avec des lunettes. Mais du coup, comme on a vu qu'on a des lunettes, on peut varier les verres, mettre un petit reflet rose, sépia, doré, ou bien prendre un effet un peu trouble. On peut faire ce qu'on veut en fait. On a cette liberté. Et on voit aussi que quand tout d'un coup, tout a l'air beaucoup plus sombre et que c'est un peu glauque et qu'on n'y voit plus très clair, les déclics, ça c'est comme les billes dans les jeux en bois pour enfants, ben, ça va dans l'autre sens aussi. Et là, on descend, on descend, on descend et on a cette possibilité, pas du point de vue de notre volonté, mais du point de vue du lâcher prise pour permettre au système de remonter. Parce que spontanément, ben, on est porté, ça monte. Et c'était cette invitation de voir que même le temps qui nous donne du fil à retordre, qui nous met sous pression, qui peut être à l'origine de burn-out, ben, c'est aussi une croyance, c'est aussi une pensée. Et donc, voilà, c'est aussi malléable. C'est pas quelque chose qui nous enferme dans un carcan, dans une armure en fer et
enchaîné, on peut pas s'en libérer. Et non, même le temps a ce côté malléable et variable dont parlait Estelle. Et c'était un peu l'invitation, j'imagine, à laquelle Jennifer fait allusion. Moi, j'aimerais Mais revenir sur peut-être le pas. principe des petites lunettes. Pardon? Je voudrais revenir sur le principe des petites lunettes parce que même nos lunettes changent aussi avec le temps. McNeil utilise aussi le principe de l'ascenseur. Karen Mice aussi disait que les gens sont un peu comme des édifices et qu'il y a plusieurs étages. On commence peut-être au premier étage, mais quand on regarde dans cette direction-là, on commence à monter d'étage. Et en montant d'étage, on voit pas les mêmes choses. Fait que nos lunettes changent. Et là, on peut être rendu au 10e, puis quelque chose arrive, mais je pense pas qu'on descendrait au premier étage. On peut peut-être descendre, partir du 10e, puis descendre au 5e. Mais là, on est plus sensible. Oh, 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 5e. Ah non, je veux remonter au 10e. Puis là, il y a un autre déclic, puis oh, on est rendu au 12e. Fait que nos lunettes changent et notre sensibilité à notre changement d'étage aussi est probablement plus rapide. J'ai des chances de partir, de tomber au premier étage ou au 10e sous-sol, peut-être plus mince. Parce qu'on devient plus, un peu comme l'histoire de la grenouille dans son chaudron, là. Là, on met une petite grenouille dans un chaudron, puis là, la deuxième grenouille vient, puis oh non, ça c'est trop chaud, je m'en vais. On devient peut-être un peu plus la deuxième grenouille et on devient plus sensible à notre changement d'étage, puis on voit les choses différemment. Fait que non seulement on a des lunettes, mais je crois que nos lunettes changent aussi avec le temps. Ouais. Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, Martine, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné chez les personnes qui sont dans cette compréhension depuis très longtemps. C'est quand je les regarde et je les écoute, j'ai vraiment l'impression que jamais ils descendent. Et en fait, je crois que c'est Aaron Turner qui nous a expliqué ça. C'était il y a 2 ans à la 3P UK Conference. Il disait non, 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 c'est pas ça en fait. C'est qu'on passe beaucoup moins de temps dans les étages. On s'en rend compte qu'on est descendu, mais on va pas en faire tout un flanc en se disant oh mon Dieu, non, oh je suis descendu, je me sens mal. Non, on s'en rend compte et en fait ça fait pop et ça remonte tout de suite. Alors que au début, oui, comme tu l'as expliqué avec l'histoire de la grenouille, on est là, on descend et puis on cherche les pourquoi du comment de ceci, de cela. Mais il n'y a rien à trouver là-bas, en fait, absolument rien. Juste à remarquer qu'on a descendu d'étage. À nouveau, avoir cette compréhension de comment ça fonctionne, savoir qu'on porte des lunettes, savoir que, ben oui, il y a des jours où on va descendre d'un étage, de 2 étages, de 3 étages, jamais jusqu'en bas, comme tu l'as dit, Martine. C'est toujours plus Moi, j'ai facile. touché le bas. J'ai touché le bas et j'ai fait l'expérience de toucher le bas après au moins une dizaine d'années dans les trois principes. Donc, je peux vous dire qu'on touche le bas et on peut rester dans le bas et la seule chose qui nous reste à l'esprit, c'est que ça va pas durer. Mhm. Exactement. Et, on sait que ça va pas durer. Donc, Ouais. ça permet de prendre appui et de remonter à la surface. Ouais. Ça fait vraiment la différence. On peut tous Oui. voir nos expériences du avant-après où quand on était en bas, on avait l'impression que ça allait jamais se terminer et qu'on n'allait jamais s'en sortir. Mm. Mais avec cette compréhension, on a je vais m'en sortir, je sais pas quand, je sais pas comment, mais je sais que ça va arriver. Donc là, c'est l'espoir qui a beaucoup plus de force. Et le simple fait de connaître les règles du jeu, ça rend toujours plus facile le jeu auquel on joue. Le jeu de la vie est beaucoup plus simple quand on connaît les règles du jeu et les 3 principes, ce sont les règles du jeu. Les lunettes qu'on porte nous apportent les règles du jeu. Et forcément, oui, il y a des moments où on va descendre de l'échelle, on va descendre une échelle, mais on sait que le jeu il continue et qu'on aura l'opportunité de prendre une autre échelle qui va peut-être nous apporter un petit peu plus loin, un insight, une personne, une conversation, un webinaire, une lecture, peu importe, mais l'espoir, et c'est ce que j'entends dans ce que tu me dis, Jennifer, l'espoir nous permet aussi de savoir qu'il y a des choses qui sont innées,
les choses avec lesquelles on vit au monde. Et il y a des choses qui vont être en mouvement en permanence. Est-ce Un que... mouvement en permanence, ça me fait penser un peu comme si notre âme regardait le film de notre vie en mangeant son popcorn. Et là, oh, plot twist, on va lancer telle chose, oh, on va voir comment elle va réagir. Le plaisir d'ouvrir des cadeaux de Noël tous les jours. Est-ce que... Alors, il n'y a aucune obligation, mais est-ce que Sophie, tu aimerais intervenir? Il n'y a pas d'obligation. Tu peux me faire non avec ton petit doigt ou tu peux nous prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je viens d'arriver, je suis arrivée en retard en plus. Voilà, j'avais un coup de fil avant qui fait. Donc, moi, je découvre en fait les trois principes, mais j'ai une longue euh, voilà, expérience de plein d'autres textes et plein d'autres pensées. Euh, J'aime bien l'idée des règles du jeu. En fait, dans mon job, en fait, j'apprends aux gens à retrouver ces règles du jeu. Donc là, je fais notamment des formations avec les accords Toltec qui sont un autre moyen d'ouvrir les gens au fait qu'on porte des lunettes ou euh, etc. Donc bon, voilà, moi j'étais là juste aujourd'hui pour écouter et voir en fait quel était ce groupe et ce qui s'y passait. Euh, et puis, alors la spirale, en fait, ça me parle parce que, en fait, je suis aussi coach et puis je fais aussi de l'hypnose et on travaille, nous, beaucoup sur les croyances, les valeurs et comment elles naissent et les émotions. Et du coup, il y a le système de Schwartz et la spirale de Donbeck qui nous apprend que justement, on a toute l'humanité, parce que tout est fractal, donc toute l'humanité, en fait, est sur une spirale. Et on a des couleurs comme ça qui nous permettent en fait d'avancer. Effectivement, il y a des déclics entre chaque niveau. Mais effectivement, on peut descendre en fait selon aussi le domaine. En fait, on peut dans certains domaines de sa vie être euh, très facilement dans certaines hauteurs. Et puis bah, des fois, on descend tout en bas parce que tout d'un coup, il y a quelque chose dans un des domaines qui nous a complètement bah, renversé, bouleversé. Voilà. Et donc, voilà. Donc, tout ce que vous me dites, en fait, dans ma tête, j'ai plein de connecting the dots, en fait, de, de pensées qui s'allument. Et voilà, c'est très, très, très agréable et très intéressant de vous écouter. Merci beaucoup, Sophie. Merci pour ta présence déjà et merci également pour ton partage. Et si ça résonne, c'est parfait. C'est parfait. J'ai un autre mot à mettre sur la table, si vous voulez. C'est le mot de la pensée. Parce que récemment, avec toi, Isabelle, on a revu l'idée. J'ai eu un déclic sur mon idée, mes croyances sur la pensée. Mes croyances sur la pensée, c'était un petit peu la force créative de la pensée. Donc, c'est la pensée. Euh, et Isabelle les a décrit une pensée euh, comme quelque chose de mort. Une pensée, c'est un mouton morte qu'on peut ramasser à la pelle, en fait, quand on passe l'aspirateur. C'est un peu ça l'association qu'on a fait, qui était difficile pour moi de passer de la pensée spirituelle, Dieu, si vous voulez, à, à ce mouton mort. Mais je voulais le partager avec vous parce que j'ai trouvé ça très intéressant pour, pour qu'on, quand on a des croyances, pour qu'on puisse les laisser passer, les laisser tomber, tout simplement quand le temps est, quand on est prêt
les dépasser. Merci Jennifer. Je vais juste apporter une petite précision parce que mon cerveau, quand tu as dit mouton mort, j'ai vu un mouton mort. Mais c'est vrai qu'en français, on parle des petites peluches de vêtements ou des petites saletés comme des moutons. C'est ça le mot? Je me suis... Oui, oui, c'est ça. Alors, en fait, Donc, oui, du coup, je me dans mon suis dit, image, un oui, mouton, oui, c'était un pas petit un précision. mouton égorgé, mais oui, c'est très, c'est très Non, 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 parlant, c'est je le bon mot. reconnais. Je précise simplement parce qu'on a aussi une différence de français entre le Canada et la France. Donc, on n'a peut-être pas les mêmes expressions. Donc, je préfère Oui, préciser qu'on ne parle oui. pas de vrais moutons. Et pour mon cerveau aussi, on ne parle pas de vrais moutons Non, morts. en fait, je parlais de passer l'aspirateur et chez moi, il n'y a pas de moutons par terre parce que j'ai des tapis. Alors, donc, j'ai pas un parquet propre et neuf avec des moutons. Mais les moutons, on parlait de moutons de poussière. Tu Oui, les vois, boules de poussière. Les boules de poussière. D'accord. oui, 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 pas forcément très denses, mais nécessitant un coup de balai, tu vois, Ouais. un peu ça. Et du coup, Et ça prend tout son sens, le fait de passer l'aspirateur, de mettre un coup de balai. Donc, merci pour... merci pour... hmm, oui, c'est léger, c'est plus léger. Ouais, pardon. Non, non, il n'y a pas de souci. Hmm. Vas-y, je t'en prie, Isabelle. Oui, je me souviens de ces moutons dont on a parlé. Et ça nous ramène exactement au tout début de votre lecture du livre, du chapitre 3 sur les trois principes, dans le sens que on en fait trois pour disséquer un peu la réalité et pour la rendre plus digeste, comme on dissèque les molécules de lactose pour les rendre plus digestes. Mais à la fin, c'est un seul principe. C'est pour ça que j'aime bien l'appeler aussi le principe psychique universel. C'est, en fait, c'en est un, c'est Sidney Banks qui l'a dit et Hmm. redit. Et ce qu'on voit avec ce qu'a rappelé Jennifer, c'est que une pensée, c'est mort. Une pensée, c'est Hmm. mort, c'est rien du tout. Mais en insufflant le principe de vie, on donne vie à notre pensée. Hmm. C'est-à-dire le fait de voir qu'une pensée est un truc mort, que ce soit un mouton sous un lit ou que ce soit un ballon, euh, ça n'a aucun pouvoir, aucun. Mais quand on ne reconnaît pas la pensée pour ce qu'elle est et qu'on lui insuffle de la vie, qu'on gonfle ce ballon, tout d'un coup, bah, le ballon, si je le lâche, il commence à aller par réaction. Et tout d'un coup, cette pensée, bah, elle a l'air de quelque chose de super réel, de voir dangereux, quelque chose qui a le pouvoir de nous prendre en otage. Et c'est ça qui est magique dans les trois principes, c'est qu'on nous dit tout ce que vous croyez animé, dangereux et tout, c'est pas animé par essence, mais vous avez le pouvoir, et c'est ça le libre arbitre, de d'insuffler la vie à cette pensée, de donner la vie à quelque chose de mort, exactement comme dans l'histoire de notre création, où à partir de la glaise, Dieu a insufflé, a mis son souffle divin, et voilà, le résultat est là. Et non, ça, on a, vu qu'on est cette même énergie divine, on a ce même pouvoir de, à partir de pensées, d'insuffler de la vie et d'en faire un truc réel, un truc qu'on perçoit comme réel. Et c'est complètement magique et libérateur de voir que nos pensées sont mortes. Il n'y a pas de vie là-dedans. Mais grâce aux trois principes, on a ce pouvoir qu'on utilise de manière plus ou moins consciente et plus ou moins avisée d'insuffler de la vie qui peut être sous forme d'enthousiasme pour faire décoller des choses qui nous portent et qui peut être sous forme de peur pour nous plomber dans des choses qui nous terrorisent. Mais c'est dans nos mains, dans notre souffle. Et je vais même rebondir du coup sur ce que Liv a dit.
et continuer sur ce que tu viens de dire, cette vie-là, c'est, comme tu l'as décrit, la peur ou la joie, le positif ou le négatif. C'est exactement ça. Donc, je te remercie pour cette intervention autour des moutons qui restera. Ou oui, Et les ballons de baudruche, et les ballons. quand on les gonfle, c'était quelque chose qu'on faisait souvent avec les enfants pour leur montrer comment les mauvaises humeurs pouvaient partir facilement. C'était un ballon gonflé et puis euh, qu'on tire pour faire des bruits bizarres ou qu'on lâche tout d'un coup et qui dégonfle en faisant euh, des mouvements dans toute la pièce et en créant une atmosphère de rigolade, de lâcher nos pensées, lâcher nos croyances. Enfin, J'aime beaucoup cette métaphore, en tout cas, de ballon et d'insuffler la vie. Je trouve que c'est à nouveau une autre manière d'expliquer les règles du jeu. Euh, Si la métaphore de la paire de lunettes vous parle, tant mieux. Si c'est le ballon, les moutons, tant mieux. En fait, finalement, on en revient encore une fois à redire toujours, à reparler de toujours la même chose, mais sous des formes différentes, avec des prétextes différents. Donc là, le prétexte, c'est le livre. Mais on parle toujours de la même chose, de ces trois principes qui se présentent dans la vie sous différentes formes, différentes explications. Et c'est toujours une conversation qui est extrêmement intéressante d'avoir. je pense aussi à cette idée des trois principes et la Trinité dont parle Sid. Et je trouve ça intéressant qu'il a été élevé dans l'Église catholique et il a maintenu cette Trinité et il a gardé et il a imposé contre les psychologues et, euh, et il a quand même réussi à amener à bord avec lui les, euh, le rabbi juif qui dans la religion juive, de ce que j'ai compris, il y a un rejet complet de la Trinité dans leurs croyances. Et il a quand même réussi à les amener à bord et faire accepter cette Trinité des trois principes, ce qui est miraculeux quelque part. Est-ce que d'autres pensées vous traversent, vous aimeriez partager d'autres choses avec nous? Prenez le temps de checker. Ouais, vas-y, je t'en prie, Isabelle. Je voulais dire que c'est justement dans ce moment de silence qu'on touche du doigt les trois principes à leur source avant que la pensée n'apporte sa coloration ou sa pollution ou sa vibration. Et c'est clair que pour partager les trois principes, les mots sont un pointeur fabuleux et qu'en même temps, le silence derrière les mots permet de ressentir l'amplitude de cette compréhension, permet vraiment de le ressentir, pas seulement de le comprendre intellectuellement, mais de le saisir. Tout d'un coup, de sentir il y a quelque chose de plus grand que nous qui s'est comme dilaté dans cet espace de silence. Ben, c'est le principe de vie, le principe de conscience qui n'a pas été mis en forme, réduit euh, par la pensée, même si la pensée
il n'y a pas de perception sans la pensée, donc il n'y a pas seulement la perception de la forme, même avant la forme, ça passe par la pensée. Mais on est quand même toujours plus près de la source de tout et de cette compréhension avant que ça se ramifie en trois principes. Au moment où c'est une sensation, une réalisation. Donc j'avais juste envie de montrer qu'à travers le silence, euh, on a aussi une belle occasion de saisir tout ça. Merci Isabelle, et je trouve que c'est une très belle invitation pour justement terminer ce webinaire, euh, d'inviter le groupe, ceux qui nous regardent aussi en replay, à justement vivre l'expérience à observer ce silence pour voir ce qui s'y passe et ressentir exactement tout ce que tu viens de décrire Isabelle. Et on pourra échanger sur le sujet pardon, lors de notre prochain webinaire. Je n'ai plus la date en tête, mais on vous remettra tout ça sur les réseaux. En tout cas, à nouveau, comme toutes les rencontres qu'on fait, c'était très riche, très intéressant, plein d'insights, plein de colorations, de nouvelles métaphores et toujours un échange avec une connexion très intense. Donc, je tiens à remercier tout le monde, toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui et celles qui nous regarderont plus tard. Jennifer, si tu veux rajouter quelque chose aussi, quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on clôture ce webinaire. Oh, merci Fatou, merci. Alors, là, Jasmine nous met un message, elle nous donne la date, c'est le Ouais, 22 août. le 22 août, donc on fera la Ouais. la Bravo, pause estivale. Jas, merci. Merci Jasmine. Et merci, je te remercie Fatou. Et bon été Ouais. pour ceux qui marquent une pause. Profitez du soleil, profitez bien, profitez du beau temps, profitez des gens qui vous entourent et profitez de vous-même surtout. Et on se retrouve le 22 août. Vous verrez, ça va arriver très très vite. Et si on vous manque, vous pouvez nous regarder encore et encore tous les replays sur la chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi aller dans les commentaires, peu importe, sur le groupe Facebook et sur la page Facebook si vous voulez échanger avec nous. On sera là cet été, certains d'entre nous. Et on sera ravis de pouvoir engager les différentes conversations avec vous. En attendant, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve le 22 août. Ciao! Merci. Bye Bye bye! bye, À bientôt. à bientôt.